ta première société, Regard, pour le développement d'outils et de logiciels professionnels. Et c'est au sein de Regard et la célèbre Brestec que tu crées Klaxoon fin 2014 pour, dis-tu, changer la façon de travailler en réunion et notamment, là je te cite, jouer avec l'intelligence collective ou remettre de l'humain dans les échanges avec l'aide de la techno. Alors, la belle histoire de Klaxoon démarre aidée par une première levée de fonds en 2015 de 5 millions d'euros, 50 millions de dollars en 2018 avec l'arrivée de très beaux partenaires, la signature d'un partenariat avec Microsoft, et tu me disais que Klaxoon avait été élu partenaire mondial de l'année pour leur logiciel Teams, qui est une référence. Alors Klaxoon aujourd'hui, c'est 250 personnes, plus de 5000 clients, de la TPE au grand corporate, que ce soit en Europe, en Asie ou en Amérique du Nord. Avec la crise sanitaire que nous traversons, cette accélération forcée du télétravail, alors nous sommes clairement tous devenus, bon gré mal gré, des pros de l'utilisation de Teams, de Zoom, de Google Meet, mais on a aussi probablement touché du doigt les limites du télétravail, des collaborateurs qui sont démotivés, des managers qui ne savent plus vraiment comment animer leurs équipes à distance. Donc, on a hâte de t'écouter pour mieux comprendre comment nous allons travailler demain et nous faire adorer les réunions, puisque c'est votre slogan, qu'elles soient en présentiel ou en distanciel. Donc, Mathieu, un grand merci d'avoir accepté notre invitation, de venir partager ton parcours d'entrepreneur, l'histoire de Klaxoon, les enjeux et les perspectives que tu vois sur le télétravail. Merci Mathieu. Merci Xavier, bonjour à tous. Mathieu, juste une question, excusez-moi, avant de commencer. Est-ce que vous m'autorisez à enregistrer ou pas? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. À vous. Excusez-moi. Merci. Alors, bonjour à tous et merci pour cet échange. Je vais peut-être commencer, Xavier, par pourquoi Klaxoon, si on repositionne un tout petit peu le projet dans son ensemble. Alors, c'est un projet, comme tu as dit, moi je suis passé par l'industrie, l'automobile notamment, et j'ai découvert dans ce secteur des réunions extrêmement efficaces et qui étaient drivées par des méthodes finalement très simples. Et ça a fait écho avec ce que j'avais pu vivre en tant qu'ingénieur tech qui est passé par des secteurs assez riches et assez enthousiasmants. Je pense notamment à Daimler sur les véhicules autonomes. Et dans ces secteurs-là, j'avais constaté, alors qu'on était pourtant dans l'industrie automobile et qu'on était sur une entreprise qui maîtrisait parfaitement ses process, que sur pas mal de métiers, ce n'était pas passé à l'échelle. Et c'est ce que j'ai retrouvé chez Valeo, chez Alten, etc. Et donc, de loin en loin, j'observais d'un côté des réunions très efficaces, très drivées, et puis de l'autre, un quotidien dans d'autres métiers qui étaient sur des réunions qu'on connaît tous, plutôt descendantes, avec des tours de table qui durent assez longtemps, et puis un décalage complet entre ce qui se passait dans la réunion en termes d'énergie et de dynamique entre les différents membres de cette réunion et ce qui se passait en dehors de la réunion. Souvent, ce café d'avant ou après la réunion, on avait la sensation de retrouver l'équipe et puis de se retrouver par contre dans un mode très théâtral où les discussions se figeaient, les postures se figeaient, enfin bref, tout ce qu'on connaît. Donc on va, avec plusieurs collègues, amis, personnes que j'ai pu croiser à droite et à gauche, on va se retrouver dès l'année 2010 autour d'un premier projet qui est Regard. On va décider, c'est juste après la crise de 2008, on est en pleine tempête, et on a aussi à ce moment-là une opportunité technologique qui est l'iPhone qui arrive en 2007, l'iPad qui arrive en 2010, et donc plein d'interfaces à transformer, puisqu'il faut s'adapter à ces nouvelles règles qui permettent d'occuper pleinement un écran. On l'a un peu oublié, mais dans ces années juste avant l'iPhone et l'iPad, c'était comme des interfaces qui étaient très envahies par des boutons, si je résume. Et donc la partie contenu était souvent très pauvre. Et là, l'opportunité de saisir pleinement de l'interface et de l'écran et d'imaginer même pouvoir jouer avec, mettre son doigt dessus. Et je trouve, avec ces interfaces, une certaine cohérence avec ces méthodes agiles qui font la part belle au contenu, notamment le management visuel, qui est au cœur de ces méthodes dans la synchronisation des équipes, et qui dit, en gros, mettez le contenu en avant, parlons speak with data, parlons du problème, et puis trouvons des solutions et faisons avancer les choses de manière très simple, encore une fois, très visuelle. Et donc, on va prendre cette opportunité technologique et on va commencer à faire un petit bout de chemin pour aller voir dans les entreprises comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle et diffuser ces méthodes sous d'autres formats qu'avec des experts, parce que le constat, c'est que des experts maîtrisent très très bien ces méthodes qui datent des années 60
Mais évidemment, dans le quotidien, on ne peut pas tous se payer des consultants ou des experts des méthodes agiles, de la pédagogie participative ou toutes ces belles méthodes très efficaces. Et donc, la démarche va être de voir comment est-ce qu'on peut diffuser ça en encapsulant ces méthodes dans un outil qui glisserait ces méthodes agiles dans le quotidien. Ça va commencer donc en 2010 pour nous et on part avec un tout petit capital, 4 000 €. Donc, je le précise parce qu'on va faire toute une phase d'autofinancement où on va grandir en allant voir des différents acteurs, en leur proposant de réfléchir avec nous à ces nouveaux outils. Et très vite, les grands comptes vont se montrer intéressés, notamment toutes les directions qui étaient naissantes, direction innovation, transformation digitale qui commençaient à arriver, notamment du côté des applicatifs mobiles. Et notamment aussi côté formation, avec des acteurs qui se posent des questions, qui venaient de passer la vague du e-learning, qui avaient pas mal d'enjeux d'apprentissage à distance et qui souhaitaient voir comment est-ce qu'on pouvait optimiser leur séquence. Donc dans ces 5 années, on va grandir côté regard et on va embarquer au fur et à mesure des dizaines de personnes dans des projets d'innovation, mais c'est systématiquement des logiciels sur mesure qu'on va concevoir, donc plutôt des choses assez chères, à peu près 100 000 € pour un référent prix par logiciel. Donc ça, évidemment, ça reste à la portée uniquement de grands comptes. Et notre démarche, qui est la même depuis le début, qui est de s'interroger sur comment est-ce qu'on passe à l'échelle, on va pouvoir vraiment la mettre en œuvre en R&D en 2014, en lançant un projet de conception d'un produit qui permettrait de vendre ces technos, ces outils, à un prix accessible à tous. Donc c'est le début de Klaxoon, avec 2 ans de R&D, où on va essayer de trouver qu'est-ce qui est standard dans tout ce qu'on a pu croiser pendant 5 ans, où est-ce qu'on trouve des points communs, quand est-ce qu'on a réussi à faire un impact positif, où est-ce qu'on s'est, à l'inverse, trompé et que c'est resté un outil spécialiste. Et on va qualifier, revenir finalement au début du projet, à cette notion de réunion, et on va se concentrer sur ce moment très précis de la collaboration qui est pas très outillé finalement en termes de technologie. On voit plein d'outils métiers formidables par ailleurs, sur les CRM, Salesforce, sur la gestion de projet, je fais un grand écart, mais Jira. Et puis, entre les deux, dans ces réunions du quotidien, un vrai problème de manque d'outils. Et on va s'intéresser donc à ce moment clé et dès 2015 sortir un produit Klaxoon avec une solution qui est complètement web, sur laquelle il n'y a rien à installer. Donc, c'est un pari fort à l'époque, puisque on est au tout début de ce basculement cloud, et notamment sur des logiciels qui sont considérés comme un peu plus lourds comme les nôtres, puisqu'on est sur des logiques de client-serveur avec une très grande fiabilité qui est nécessaire dans l'interaction, quelle que soit votre situation sur un téléphone mobile ou un ordinateur portable ou un grand écran dans une réunion. Il faut qu'on arrive à se connecter tous en même temps, en temps réel. Et donc, traditionnellement, jusque-là, c'était plutôt des logiciels qui étaient installés pas forcément en cloud et encore moins complètement web, dans cet aspect de facile d'accès en quelques clics. Donc, on va faire ce pari technologique, on va y passer du temps et on va être parmi les premières solutions professionnelles à proposer ce niveau de qualité d'interaction tout en étant complètement web et cross-device, donc tout écran. Et donc, on va très vite, et notamment parce qu'on va avoir une démarche un peu particulière du côté du hardware, en sortant une box Klaxoon, qui est le device qui permet de faire ces réunions participatives, même si vous n'avez pas accès à Internet. On va proposer d'avoir en fait sur cette box un système de routage et de solutions embarquées qui vous permettent de proposer ces solutions participatives, ces réunions participatives où que vous soyez, même si vous n'avez pas accès à Internet, même si vous êtes dans un hall industriel très très loin d'une borne Wi-Fi ou d'un câble Ethernet, vous avez la box, vous branchez juste sur l'électricité et ça crée un réseau dédié capable d'accueillir jusqu'à 100 personnes. Et donc, vous pouvez tenir ces réunions efficaces avec de la collaboration visuelle, même si vous avez, encore une fois, une connexion qui n'est pas possible sur les réseaux 4G, etc. Donc ça, c'est un axe qui va très vite parler aux industriels qui ont à l'époque une confiance modérée dans les solutions web, qui ont des problématiques de déploiement de Wi-Fi, et qui vont voir avec notre outil une solution passe-partout, qui, dans les cas où on a, encore une fois, un accès confortable à Internet, c'est super, ça fonctionne, mais c'est la majorité des cas au départ, où on a des contraintes d'accès au réseau, où on a des problèmes de sécurité également, une confiance modérée dans les solutions web, eh bien, on va pouvoir passer aussi par un device hardware.
Donc on résout le problème de la connexion avec ça. Et puis un deuxième point aussi qu'on résout, que j'ai évoqué rapidement, qui est la sécurité. Dès le départ, on va s'intéresser à en faire une solution professionnelle. Donc on va inclure dans la conception de l'outil une très grosse prise en compte des contraintes de sécurité, du cryptage donné, etc. Et la capacité à répondre à des contraintes de déploiement qui sont propres notamment aux grands comptes. Donc ça, c'est 2015. On est toujours autofinancé. Je pourrais revenir dessus, mais c'est un des grands enjeux évidemment de développement d'une tech comme ça. C'est comment est-ce qu'on arrive à passer à l'échelle alors qu'on part de 4 000 euros. Donc, on s'est fait avec les clients, on a grandi avec les clients, et puis arrivé en 2016, on a des premiers succès commerciaux. On passe le 1 million d'euros de revenus en 9 mois sur Klaxoon, donc 1 million d'euros de ventes enregistrées, ce qui est un seuil qui est pas facilement atteint évidemment quand on lance une technologie disruptive. Et donc, voyant que le produit est mature, qu'on a un marché en face, on va lever des fonds avec des acteurs nationaux, et puis donc 5 millions d'euros, et on va faire grandir évidemment l'aventure sur notamment la taille des déploiements, puisqu'au départ, on va équiper des petites équipes, et puis au fur et à mesure, depuis 4 ans, accélération des déploiements avec aujourd'hui une présence sur des grands comptes internationaux avec des centaines de milliers de licences au sein de dizaines de milliers de licences ou centaines de milliers de licences pour les très grands comptes au sein d'un même client, ce qui est vraiment pas évident puisque sur cet axe des outils métiers B2B, il y a évidemment deux façons de grandir. Soit vous avez plein de clients différents avec une ou deux licences à chaque fois, ce qui est 90% du quotidien des acteurs B2B dans le logiciel, puisqu'il y a toujours des outils spécifiques à certains métiers et on va prendre quelques licences par-ci, par-là. Et puis, il y a très, très peu d'acteurs qui arrivent à devenir un outil pour l'ensemble des métiers. Et c'est ce pari qu'on essaye de faire et qu'on est on passe les barrières les unes après les autres, on brise les plafonds de verre, notamment parce qu'on joue sur les acteurs, face à des acteurs et avec des acteurs qui sont historiquement plutôt anglo-saxons. On a cité Microsoft, et c'est vrai que ces dernières années, et depuis 2018, on a bâti une solide, on va dire, interopérabilité et de fortes interactions avec des acteurs référents du marché qui ont vu notre parcours, ont vu qu'on embarquait pas mal de clients et d'utilisateurs, qu'on savait les accompagner et les faire grandir à grande échelle, et qui aujourd'hui considèrent Klaxoon comme étant un des acteurs référents, capable d'embarquer des grands comptes, des grandes organisations, des très grands volumes de clients, sur ces sujets du changement de posture au sein de la réunion. Alors j'ai été assez vite sur le contexte d'usage de l'outil, mais retenez ça en idée principale. L'idée, c'est de ramener dans ces séquences du quotidien, dans ces réunions du quotidien, des méthodes qui ont fait leurs preuves par ailleurs, méthode agile industrielle, qu'est-ce que j'évoque par là, cette notion de distribution de la parole, qui va être très efficace. Donc, au lieu de faire un tour de table et qui va vous prendre 1 heure pendant lequel vous allez écouter de moins en moins les différents interlocuteurs, dans lequel vous allez aussi épuiser la créativité, puisqu'il n'y a rien de plus difficile que d'arriver en bout de table et d'avoir quelque chose de pertinent à dire. Bon, pour éviter ces phénomènes-là, on va au contraire sur la plateforme s'exprimer tous en même temps et de manière visuelle. En synthèse, l'oral n'est pas démocratique. Non seulement c'est compliqué quand on fait le tour, je viens de vous l'évoquer, parce que ça prend du temps et ça crée une perte d'attention et ça contraint la créativité. Mais pire que ça, on n'est pas tous égaux par rapport à la prise de parole. Pour beaucoup et une très grande majorité, la prise de parole va être un exercice très théâtral, sur lequel on va, pourquoi pas, avoir une capacité à faire une prise de parole qui sera de qualité, avec une voix bien posée, avec un début, une fin. Mais pour ce qui est de la sincérité de la pensée ou de la créativité de votre propos, là, c'est beaucoup plus difficile. Et on va cumuler deux stress, le stress de réussir à ne pas faire un faux pas, et puis le stress d'en plus devoir mobiliser ses pensées et sa réflexion sur un sujet sur lequel peut-être on vous interpelle. Donc tout ça n'est pas très humain finalement. Et quand on fait un pas de côté et qu'on fait un tour de table tout simple en annonçant une problématique, par exemple une question qui va être quels sont vos enjeux ce matin, et en exprimant ces enjeux en passant par un outil comme le nôtre sur du visuel, sur un post-it numérique qui peut accueillir du texte, des photos, des liens web,
du média classique, vidéo, document, tout ce que vous pouvez voir comme élément dans le contexte aujourd'hui professionnel. En passant par ça, vous allez avoir une séquence très différente, puisqu'en 2 minutes, il va y avoir un silence, et les idées et les contenus vont arriver. Il n'y aura pas de prisme de qui est-ce qui a dit ça. Est-ce que c'est le chef qui a dit ça et donc je dois m'aligner avec cette pensée? Est-ce que c'est avec force qu'il faut que j'appuie mon propos? Pas du tout. Ça reste finalement très, très neutre. Et c'est l'objectif, que les idées arrivent de manière très neutre, que tout ça ait à peu près le même poids. Et ensuite, on se concentre sur le reste de la séquence, sur le tri de ces propos, de ces urgences, de ces idées. Et puis, on va aller converger vers une décision. Donc là, je simplifie évidemment la séquence, mais prenons juste cet exemple-là, qui est toujours très, très convaincant quand on pratique pour la première fois ce type de synchronisation, puisqu'évidemment, on gagne du temps. On a immédiatement sous les yeux, et même si on est à distance, quelque chose de très visuel qui vous propose d'avoir une bonne vision de ce que pense le groupe. Donc, ça devient beaucoup plus digeste. On retombe sur des standards plus humains. Vous savez qu'après 5 concepts évoqués, on n'arrive plus à mobiliser facilement les différents concepts qui vous ont été proposés. Donc ça, c'est typiquement à l'oral, si vous enchaînez un tour de table avec chaque personne qui propose 3 idées, au bout de la 3e personne, c'est fini, vous avez commencé à oublier ce qui a été dit à la première. Donc là, on va éviter ces phénomènes-là, on range les choses très visuellement, et puis de réunion en réunion, parce que c'est là que ça devient encore plus intéressant, on va retrouver ces contenus, et même en dehors de la réunion, on va pouvoir faire évoluer les éléments, pourquoi pas avoir rangé ces éléments comme étant des tâches à réaliser, les faire avancer au fur et à mesure, et retrouver des logiques très simples qu'on connaît dans le monde industriel, comme les Kanban, qui vous permettent d'avoir rangé les choses de manière tâche ordonnée, avec pourquoi pas une charge, un délai, etc. etc. Donc, d'un problème de tour de table, on arrive tout de suite à une organisation très méthode agile. Et donc, ce principe-là, on l'a appliqué dès le départ dans Klaxoon. On a proposé aussi d'autres activités dans la solution qui permettent de stimuler l'engagement, stimuler l'expression. Ça peut être par des quiz, ça peut être par des nuages de mots, ça peut être par différents éléments qui en est la solution à être présente notamment aussi du côté des grandes messes dans les entreprises. Mais notre cœur de métier, ce qui nous anime et ce qui fait notre croissance aujourd'hui, c'est la réunion du quotidien, cet exercice de synchronisation qui est de plus en plus hybride, avec par moment des réunions, on est tous ensemble dans un même endroit, mais de moins en moins fréquemment. Depuis des années, on est de plus en plus interrogé sur comment j'arrive à me synchroniser avec des personnes qui ne sont pas présentes dans la pièce. Donc évidemment, en ce moment, c'est la grande question, comment est-ce que je travaille à distance? Mais il n'y a pas que ça, il y a également cette contrainte d'être en décalage temporel et d'être capable de synchroniser avec des personnes qui ne sont pas forcément présentes tous au même moment, et donc de s'affranchir d'avoir une trop grande exigence de mobiliser le collectif pendant 1 heure, bloquer un endroit sur un créneau. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus inaccessible. Donc l'approche, et qui est tout à fait possible avec ces méthodes collaboratives, c'est de minimiser ces temps de synchro tous ensemble, à un temps le plus réduit possible, 15 minutes par jour, 30 minutes par semaine, et puis d'en faire le maximum et de manière très compréhensible par les outils, par Klaxoon, par ces tableaux blancs sur lesquels on va positionner les différents concepts en asynchrone. Voilà pour la théorie, on va dire, simplifiée de l'approche de Klaxoon. Et puis, autour de ça, les grands enjeux qu'on a accompagnés, c'est évidemment le passage de ces méthodes d'une première réunion à ce que ça devienne la réunion du quotidien. Et ça s'est fait en proposant en plus dans la solution des modèles de réunion prêts à l'emploi, sur lesquels on va trouver des centaines de méthodes différentes. Donc là, celle que je viens de vous évoquer, qui est celle de la synchronisation, qui est un peu notre basique. Et le premier conseil qu'on donne à une équipe, c'est de mettre en place cette synchronisation du quotidien ou de la semaine de manière très visuelle, avec un tour de table simple, mais toujours speak with data, comme on dit chez Valeo, parler avec du contenu, avec des faits, et donc ne prenez pas la parole sans avoir étayé votre propos par une sorte de synthèse et de résumé des différentes idées que vous allez aborder. Donc ça, c'est un basique. Et puis, autour de ça, on a des centaines de méthodes, de la matrice SWOT, très connue, mais très peu mobilisée dans les entreprises, et que là, on va pouvoir redécouvrir avec un tuto, un mode d'emploi, des vidéos, tous ces éléments qui vont aider le manager dans son quotidien à reprendre rapidement différentes méthodes existantes, comprendre comment est-ce qu'il peut les mobiliser, quelles sont les règles du jeu, est-ce qu'il faut que je passe 5 minutes sur cette question ou plutôt 10 minutes sur celle-ci. Et donc, on va, autour de cet outil simple, aider les entreprises à trouver des
des contenus très aidants pour aider, quel que soit le contexte, et à la discrétion de chaque manager, des contextes du quotidien, comme un entretien annuel, une réunion de lancement de projet, un rendez-vous, pourquoi pas, avec un client sur lequel on souhaiterait capitaliser ou faire plus d'idéation, des exercices de rétrospective aussi, très très demandés actuellement, des PI planning, si on va pour les plus avancés côté méthode agile. Donc l'envergure est très très large, et finalement ce qu'on propose à travers nos outils, c'est de repenser un échange qui jusqu'ici était très informel, sous une forme beaucoup plus structurée, et pour autant très simple. C'est tout le consensus qu'on travaille, structuré, mais de manière simple, pour que ça passe à l'échelle et que ça devienne une solution standard dans l'ensemble de l'organisation. Je fais peut-être une petite pause sur la partie intro. Tu me dis comment est-ce que tu veux. Est-ce que ça te va pour la partie découverte du produit? Je pense que ça aide, parce que pour beaucoup d'entre nous qui n'utilisons pas Klaxoon encore au quotidien, c'est bien d'expliquer un petit peu le fond de la solution, parce que c'est quand même assez novateur, même si je pense que ça parle à un certain nombre d'entre nous. Je pense qu'on a tous hâte aussi de voir ton analyse de la crise actuelle, la crise sanitaire, et les impacts que ça a sur le mode de travail, entre les ayatollahs du télétravail et ceux qui peut-être le vivent plus difficilement au quotidien. Tu as certainement une position privilégiée pour observer comment les organisations réagissent et peuvent s'adapter par rapport à cette nouvelle forme de travail qu'on nous impose de façon accélérée actuellement, mais qui semble être quand même une tendance de fond et une demande de beaucoup de salariés. Oui, tout à fait. On a vu une première séquence confinement du mois de mars, sur lequel le réflexe a été de continuer à se voir. Donc évidemment, on s'est tous tournés vers les solutions de visioconférence. Et en ça, il y a quelque chose qui est que nous on trouvait très utile de notre point de vue d'acteurs de la tech qui propose depuis maintenant presque une dizaine d'années des solutions technologiques. Il y a une barrière qu'on entendait, qui nous était souvent opposée, qui était écoutez, dans mon équipe, on n'est pas tous à l'aise avec la technologie, on ne sait pas tous se connecter, ou alors d'autres ne se connecteront pas sans avoir un assistant qui va les connecter. Donc il y avait soit d'un côté, mon équipe, elle ne sait pas utiliser les outils, soit de l'autre, nous, on n'est pas intéressé à le faire, et c'est plutôt aux équipes de s'en préoccuper. Et là, évidemment, en mars, on se retrouve tous confinés, et puis il faut que chacun retrouve la voie pour télécharger un logiciel sur son ordinateur, pour le lancer, pour réussir à se connecter à des séquences Zoom, Meet, etc. Et en ça, et de manière très pour le coup massif, donc des milliers de personnes se retrouvent du jour au lendemain à devoir se débrouiller tout seul, et ça a fait pour le coup un électrochoc, puisque tout le monde a pu constater que finalement ça se passait très bien, que tout le monde savait en quelques heures mettre en place une solution, que les enjeux, s'ils étaient présents d'un côté technologique, c'était davantage du côté de la connexion, des liaisons Internet, ou alors de l'équipement du poste, est-ce que c'est un ordinateur fixe ou un ordinateur mobile, portable. Donc ça, c'est des questions de base, mais du point de vue de la techno, finalement, les technos sont existantes, elles sont matures, elles sont prêtes à être utilisées, et les équipes sont tout à fait capables de les mobiliser. Ça, c'était pas une mince affaire. Nous, ça faisait encore une fois 10 ans qu'on nous répondait que les technologies, c'était sympa, mais finalement, il y avait toujours cette grosse contrainte de connexion. Et on avait par ailleurs enregistré évidemment pas mal de succès, de déploiement à grande échelle. Donc, on était très souvent amené à devoir faire la preuve et montrer et emmener des personnes qui se posaient ces questions à rencontrer des équipes qui avaient fait ce choix de déploiement à l'échelle. Mais ça n'est jamais autant convaincant que quand on le vit soi-même. Et évidemment, là, au mois de mars, écoutez, en tout cas au mois d'avril, on nous a, depuis ce jour-là, plus jamais opposé que la technologie était c'était plus facile de ne rien faire et de rester à attendre que quelqu'un vous connecte à une solution. Donc ça, c'est je dirais une remise à niveau technologique de tout le monde, de tous les métiers, et tout le monde se retrouve à égalité derrière son écran. Ça aussi, c'est un point très important. Et on se rend tous très vite compte, y compris pour ceux qui n'avaient pas forcément imaginé télétravailler, on se rend tous compte de ce que ça veut dire, de ce que ça suppose, de ce que ça implique comme contrainte. Et depuis à peu près 2 ans, nous sur le marché, ce qu'on voyait en recrutement, c'était systématiquement une question qui arrivait, c'est est-ce que vous proposez du télétravail ?
Donc ça, c'est quelque chose qui était dans l'air du temps, qui n'a pas été inventé avec le confinement, qui était de plus en plus, encore une fois, possible technologiquement. Mais d'un point de vue méthode de travail, par contre, il y avait à peu près rien qui avait changé. Et si on pouvait, dans certaines organisations, avoir une partie des équipes en télétravail, pour autant, d'un point de vue managérial, on ne pouvait pas dire qu'il y avait eu une prise en compte, une adaptation des méthodes à ces équipes qui étaient par moment en télétravail. Et ce qu'on observait, c'était qu'on se débrouillait pour que soit la personne rattrape toute seule la connexion avec l'équipe et se débrouille pour réussir le jour où elle était présente, rattraper tout le temps perdu, soit simplement éviter que les personnes soient en télétravail quand il y a une réunion de synchronisation. Bon. Et là, évidemment, quand on est tous à distance, on se rend compte qu'être à distance, c'est pas forcément simple, qu'on ne voit plus du tout les choses de la même façon, qu'on ne voit plus tout court, même si on est en visio. Bien, on voit que ce qu'on veut bien nous montrer en face. Et puis, des fois, d'ailleurs, on ne voit pas grand-chose ici parce que c'est tout simplement flou, la connexion coupe, le son ne marche pas. Bref, tout ce qu'on a croisé ces derniers temps. Et là, comment on fait pour fonctionner eh bien, ça vous remet complètement, évidemment, sur un pied d'égalité avec tous les autres collaborateurs. Et il faut trouver d'autres façons de travailler. Et donc, cette séquence confinement du mois de mars a été encore une fois un électrochoc, et notamment côté des grandes directions. Depuis ce premier confinement, on peut dire qu'on est de plus en plus en travail étroit avec les grandes directions des grandes organisations qui très vite, dès le mois d'avril, les mois de mai, sont emparés de ce qu'ils considèrent à juste titre comme être la nécessité de s'adapter, à la fois de saisir l'opportunité de la crise pour remettre en question leur process, mais surtout constater que s'ils ne le font pas, il y a un vrai piège, un vrai risque d'arrêt tout simple des équipes, parce qu'elles ne peuvent pas se parler, parce que oui, on allume la visioconférence, mais au bout de quelques semaines comme ça, on se rend vite compte qu'on n'a pas fait avancer les affaires courantes, que les clients ne nous ont pas forcément compris, qu'on n'a pas réussi à s'adapter à des évolutions de l'organisation. Bref, un mur, un véritable mur qui se constitue devant les managers qui, s'ils n'ont pas de méthodes, des méthodes différentes, des méthodes qui se sont adaptées à un contexte où on n'a pas la chance d'avoir tout le monde dans un même endroit, eh bien, n'arrivent pas à activer les mécanismes classiques. On évoquait tout à l'heure le fait de se croiser dans le couloir, de se croiser au café, ces moments où on refait la réunion en off, qui permettent à un manager de bénéficier de signaux faibles et d'adapter évidemment son management à, bon, je pense que l'information est passée à tel endroit, je pense que là, ça c'est pas trop passé, il faut que je mobilise différents moyens, différentes méthodes pour réussir à motiver les équipes. Tout ça, tous ces mécanismes de signaux faibles n'existent pas dans un contexte de télétravail, et donc il faut les reconstituer. Et c'est là qu'on se dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes? Donc, premier confinement, prise de conscience, et on l'a vu ça de manière assez universelle, c'est vrai en France, c'est vrai à l'étranger. Et puis cet été, l'été dernier plutôt, une réaction sur laquelle la France a une réaction un tout petit peu différente de notre point de vue par rapport à tous les marchés qu'on adresse aujourd'hui. C'est en France qu'on a vu le plus la question de pour ou contre le télétravail. Donc ça, c'était juillet, août, septembre. Et là où la question ailleurs, c'était plutôt comment je m'organise pour être prêt au cas où je vais me retrouver peut-être à distance et je n'aurai pas le choix d'y être. En France, on a eu quelques pauses de projets où tout d'un coup, c'était le débat de pour ou contre le télétravail. Est-ce que c'est si bien que ça, le télétravail? Bon, alors évidemment, dans un moment comme ça, on a tous vécu un télétravail forcé. On peut pas, ce qu'on explique et à juste titre, c'est qu'il ne faut pas tirer des conclusions d'une telle séquence sur est-ce que c'est bien ou pas le télétravail. C'est un télétravail de crise, c'est une situation traumatique. On nous impose pendant des semaines de télétravailler. Donc évidemment, après toutes ces semaines de télétravail, c'est tout à fait humain de trouver ça très contraignant et complètement décalé avec ce qu'on a pu vivre précédemment. Donc la question s'est posée comme ça en France. Et on a vu un vrai retard qui a été pris là de quelques mois par rapport à d'autres pays qui, encore une fois, se sont équipés, ont accéléré, ont mis en place des formations sur une nouvelle méthode de synchronisation à distance, ont traité les problématiques d'équipement informatique, on évoquait tout à l'heure les ordinateurs portables, les connexions réseau, les VPN, etc. Et puis on a vu un deuxième confinement là au mois de fin octobre, début novembre, dans lequel on est maintenant, qui là a été, et dans lequel on est toujours, qui a véritablement sonné les managers en France,
plus qu'ailleurs sans doute, dans cette plonge dans une réalité qui n'avait pas forcément été repréparée. On a vu beaucoup d'entreprises jouer avec cette possibilité ouverte d'avoir une partie des équipes plus ou moins en télétravail. Mais évidemment, là, beaucoup de clients se retrouvent à distance. Donc, une situation qui, même si on se permet avec son équipe en interne d'être un peu souple ou de ne pas appliquer complètement cette équipe en total télétravail, pour autant, beaucoup d'acteurs sur le marché, à commencer par les clients, se retrouvent à distance avec des consignes que vous ne maîtrisez pas. Et donc, il faut savoir fonctionner avec des personnes qui sont de plus en plus à distance. Et là, sur les premières semaines de novembre, on a vraiment eu des retours de la part des directions qui étaient très, très inquiétants, qui voyaient leur manager sonner, pas prêt pour cette deuxième crise, avec des méthodes qui n'avaient pas été adaptées. Et pour le coup, un vrai début de prise de conscience de notre point de vue, notamment sur le marché français, de l'importance de changer véritablement les méthodes et de ne pas penser que c'est une crise qui va durer quelques jours ou quelques mois. On fait le dos rond, on se met en visioconférence. Oui, ok, c'est pas super, mais bon, on rattrapera ça une fois que la crise sera terminée. Et puis après, retour à la normale. Ça, c'était vraiment le comportement de fin de premier confinement. Cette fois-ci, c'est très différent. Le phénomène de mise à distance les uns les autres n'est pas maîtrisable, peut se renouveler, peut se reproduire de manière imprévisible. Bon, donc il faut qu'on change de méthode parce qu'en tant que manager, je suis face à un mur, j'arrive pas à faire tout ce que j'avais prévu de faire une fois que le premier confinement serait passé. J'avais décalé les entretiens annuels, je ne peux pas les faire actuellement parce que tout le monde est à distance. Donc, comment est-ce que j'arrive à faire un entretien annuel avec Zoom? Est-ce que je vais avoir tous les signaux faibles que j'ai d'habitude? Est-ce qu'on ne va pas être épuisé au bout de 45 minutes si je fais juste un échange oral et vidéo? Eh bien, la réponse c'est oui, on l'a tous vécu, ça ne marche pas aussi bien. Il faut utiliser d'autres principes. Il faut s'appuyer sur des outils qui vont vous garantir un passage d'information maximal. Et c'est là que nous, on peut jouer un rôle. Et ça, comme d'autres process dans l'organisation, à commencer par les rythmes de synchronisation que j'évoquais en tout premier lieu. Si vous avez un management qui n'a pas des rythmes très précis avec un point de rendez-vous tous les lundis, par exemple, à 9h, qui va durer un temps acceptable quand on est tous en visioconférence, et si vous n'êtes pas capable d'avoir en plus des personnes absentes à cet échange et qui vont quand même être synchronisées, bah là, vous êtes en grand danger parce que le contexte actuel nous met non seulement à distance de manière imprévisible, peut également mettre vos clients à distance, vos partenaires, votre organisation à distance ou absente de manière imprévisible. Donc, c'est un environnement très, très changeant qui nécessite d'être dans une logique d'adaptabilité extrême, donc très agile. On retrouve ce mot très à la mode depuis des années, mais très agile dans cette notion d'être capable de se réinventer. Je crois que ça nous parle à tous, qu'on a tous vécu ces deux phases du confinement et les difficultés d'un télétravail forcé, comme tu l'expliques bien. Donc, c'est un gros accélérateur, cette crise pour Klaxoon. Et je vois le temps qui passe, peut-être le temps de lancer notre session de questions-réponses. Et peut-être je vais te poser la première sur le développement de Klaxoon. Donc, on voit bien cette accélération grâce quelque part à la crise. Vous en êtes où dans le développement de l'entreprise en termes de marché, en termes de financement? Alors, on est depuis à peu près 3 ans en accélération très forte. Le contexte Covid, évidemment, accélère encore plus cette croissance, mais on a passé 2 ans, donc 2015, 2016, 2017, jusqu'à 2017, à faire ce qu'on appelle le proof of concept, donc valider l'intérêt de la solution, faire les premiers déploiements, avoir des premiers retours clients qui nous ont confirmé la justesse du positionnement, le fait qu'il y avait un marché, etc. Donc ça, c'était vraiment les premières années, et c'est pendant cette séquence-là qu'on a levé la première fois des fonds, et avec à peu près à l'époque déjà quelques centaines de clients convaincus en quelques mois qu'il y avait quelque chose et qu'il fallait s'équiper, mais sur un axe, encore une fois, qui était très une licence en synthèse pour une équipe. Bon, et donc depuis 2018, on peut dire changé de braquet et on était passé depuis 2 ans sur des déploiements de plus en plus importants, donc de centaines, de milliers de licences au sein d'un même compte. Et là, on passe depuis quelques mois à l'échelle des déploiements, ce qu'on appelle corporate, donc l'ensemble de l'organisation qui s'équipe de Klaxoon.
On a également, avec Microsoft, tu l'as évoqué tout à l'heure, accéléré, et Microsoft, comme d'autres acteurs, Salesforce, Dropbox, Google, Zoom, ces acteurs avec qui on discute aujourd'hui pour interopérer au mieux nos services et faire en sorte qu'on passe très facilement d'un outil à l'autre, qu'il n'y ait pas besoin de se reconnecter à chaque fois, que l'information circule en termes de données. Donc là, un changement complet de vitesse de développement. On va également se connecter avec de plus en plus des distributeurs. Donc là, on a des distributeurs qui, tout autour du monde, viennent se connecter à Klaxoon pour pouvoir diffuser la solution et également faire du conseil autour. Donc en termes d'accélération, aujourd'hui, on a à peu près 5000 très grands clients, plusieurs millions d'utilisateurs. Et pour vous donner une métrique sur le volume dans lequel on se situe, c'est à peu près 1000 nouvelles équipes par jour qui embarquent sur la solution. Donc 1000 nouvelles équipes, c'est ce qui est gigantesque. Là où on avait auparavant un rythme avant le confinement d'à peu près 200 équipes par jour, ce qui est aussi qui est aussi assez compliqué à gérer, mais qui montrait bien que c'était déjà lancé. Il y avait déjà un intérêt pour ces méthodes qui vous permettent de gagner en productivité. La différence, c'est que maintenant, c'est devenu la perception que si on ne met pas de l'agilité dans son quotidien, des outils capables de mieux connecter les équipes dans ces séquences historiquement très informelles, on se retrouve en grande difficulté. Et donc aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur des très grands déploiements, y compris des très grands comptes internationaux. Ce qui était plus difficile avant, on est aussi en très forte croissance sur le marché US, le marché Asie-Pacifique, donc de grandes plaques sur lesquelles on voit une très forte accélération. Et si en France et le marché d'origine, évidemment, on était déjà rendu assez mature, pour autant les croissances sont assez fortes. Je mettrais en petit bémol l'épisode de 3 mois d'interconfinement où il y a eu un peu de débat et une observation que la croissance était un peu plus faible en France. Mais bon, c'est en train de notre point de vue, c'est en train de se résoudre. D'accord. Merci. Peut-être une question de la salle. Bonjour, merci beaucoup de votre intervention. Moi, je suis Bertrand Stéphane, je suis en fait co-organisateur et animateur avec Xavier Drillon de ces rencontres. Et donc, vous citez des chiffres qui me paraissent très impressionnants. Alors, je sais que vous ne pouvez probablement pas tout dire, mais pouvez-vous être un peu plus concret sur je dirais, le stade de développement de votre entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire il y a combien de salariés, si vous ne pouvez pas nous donner votre chiffre d'affaires, au moins donnez-nous une idée de la taille, quoi, parce que ça a l'air d'être la prochaine licorne, mais en fait, moi j'ai du mal je ne connais pas bien l'entreprise, donc j'ai du mal à évaluer. Est-ce qu'on parle d'une start-up de 20 personnes, 200 personnes, 2000 personnes? Enfin, donnez-nous un peu de matière pour qu'on puisse… enfin, moi, j'aime bien avoir un peu de compréhension. Vous restez un peu trop théorique pour moi, si je peux me permettre. Après, c'est pas un pitch investisseur. Non. Je me permets d'être assez OK. Je pense que les belles histoires… Alors, si on était sur Klaxoon, je vous aurais posé la question avec notre outil. À votre avis, combien sommes-nous? Mais vous avez cité le bon chiffre. On est un peu plus de 200 aujourd'hui, 250 exactement. Donc installés principalement à Rennes, à peu près 200 personnes sur Rennes, et puis les 50 restants entre Paris, Lyon, Boston, et puis pas mal sur des sites aussi à distance. Il y a toujours eu dans notre entreprise à peu près 15% des équipes qui se situent hors des sites. Donc je pense à j'ai cité quelques villes bretonnes, mais je pense à Lorient, je pense à Saint-Quay-Portrieux, mais on a également des personnes à Marseille, etc. Je précise parce qu'évidemment c'est un sujet qu'on maîtrise assez bien, l'équipe distribuée. Donc, on s'intéresse pas seulement à réussir à fonctionner à distance, mais aussi avec des personnes en télétravail, mais aussi à travailler avec des personnes qui sont n'importe où autour du globe. Et c'est pas une mince affaire et ça nécessite de changer les méthodes. Donc, ça, c'est pour la partie nombre de personnes dans l'entreprise. Pour la partie client, je l'ai précisé tout à l'heure, 5000 grands clients qui cachent des milliers d'autres déploiements. Le chiffre de 1000 nouveaux clients par jour et 1000 nouvelles équipes par jour est assez évocateur de la taille du nombre de leads, en tout cas qu'on peut avoir aujourd'hui qui viennent vers nous. C'est une solution, encore une fois, B2B. On est sur un sujet qui est un outil de productivité. C'est un sujet qui est historiquement pas perçu comme très sexy. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait ce chemin entre tout seul 2010 jusqu'à 2016, la première levée de fonds. Donc, on a passé 7 ans en autofinancement jusqu'au 100e salarié. Sur cette activité historique
de développement d'outils sur mesure, puis de lancement d'outils et produits Klaxoon sur étagère. Donc, on a un historique d'autofinancement, d'activité, on va dire, de développement en bon père de famille, avec une activité qui a historiquement été rentable. Et si on a levé des fonds, c'est pour aller chercher de nouveaux marchés, et c'est le cas encore aujourd'hui, on est toujours rentable, ce qui fait de nous un profil assez atypique, et on est très content d'avoir cette approche très pragmatique, dans un contexte où on a vu des investisseurs, où le marché de la finance être très variant, à la fois très enthousiaste pendant des années, à la fois paniqué et changer un peu de dogme au début évidemment du confinement, en souhaitant de plus en plus avoir des entreprises qui sont proches de la rentabilité, ou en tout cas capables de démontrer une capacité à être rentable un jour. Donc on a, nous, toujours été sur cet axe-là. Alors, est-ce qu'on est ou pas la future licorne? On a fait déjà 2 levées de fonds, une de 5 millions d'euros en 2016, 50 millions d'euros en 2018, avec des fonds comme ID Invest, BPI, Sophie West pour ceux qui sont de l'Ouest, c'est la partie Ouest France, Arkea également qui est dans l'aventure. Donc on a un profil, oui, de candidat à future licorne, parce qu'on a des très belles signatures déjà dans nos références clients, parce qu'on sait grandir et faire de l'upsell du déploiement chez l'ensemble de ces grands comptes. Il y a un chiffre qu'on a à partager, c'est que depuis le début de l'aventure, on n'a perdu aucun de nos grands clients. On n'a fait que grandir chez eux. Et ça fait 5 ans qu'on est sur ce sujet, encore une fois, qui n'est pas très évident, pas mass market a priori au départ, de productivité au sein des espaces de réunion. Et on a vraiment, en faisant la preuve par l'exemple, en montrant des déploiements qu'on a réussi à conquérir un par un, en montrant l'extension de chaque compte, réussi à créer autour de nous un écosystème, notamment d'investisseurs qui ont pu nous permettre d'aller atteindre des niveaux supérieurs d'interaction, notamment l'international, sur lequel on fait aujourd'hui une très belle croissance. Donc, voilà pour des grands... Merci Mathieu. Il y a beaucoup de questions qui sont posées là, sur notre chat, là, notamment une question de Maxime sur la mesure de la performance des outils de Klaxoon. Quel KPI vous mettez à disposition des utilisateurs pour mesurer la performance de ces outils? Alors, il y a des fonctionnalités de base depuis la première. On est à la 3e génération de Klaxoon aujourd'hui, donc il y a eu pas mal d'évolutions et de fonctionnalités ajoutées. Mais dès le premier lancement, on a mis en place un outil qui vous permet d'avoir, en tant que lanceur de la réunion, des stats très simples sur ce qu'on appelle l'engagement, qui va mesurer quel pourcentage de la salle s'est exprimé, combien de contenus ont été émis, et puis combien de temps ça a duré. On a volontairement été très simple sur les stats, parce que le constat, c'est que il y a effectivement dans le métier EdTech notamment des outils qui existent d'évaluation de suivi de l'apprenant, avec des LMS et des normes comme SCORM ou d'autres qui vous permettent d'avoir des remontées de stats qui vont aider les métiers RH notamment à bien suivre l'apprentissage. Nous, on a pris un axe dessus où s'il y a besoin d'avoir des stats très exhaustives, dans ces cas-là, on peut faire un export de la session, pourquoi pas en Excel, en CSV, et avoir tous les datas qui vont bien, mais d'un point de vue utilisateur, macro, on reste volontairement très simple. Donc, c'est déjà 3 stats qui vous permettent de faire beaucoup, voir quel pourcentage s'est exprimé, voir combien de contenus ont été émis, et vous donner des conseils qui s'affichent à l'écran, qui vont dire bon, attention, c'est pas super, tu pourrais faire un peu plus, et de donner quelques conseils immédiatement de changement de méthode, peut-être d'utiliser telle méthode pour mobiliser davantage l'attention. Mais on reste très simple avec toujours ce focus qui est d'équiper l'ensemble des métiers, et le constat qui est qu'on a eu, on le constate tous, on a très peu de temps finalement d'analyse dans un usage quotidien. Très peu de personnes s'intéressent à la performance d'un meeting. Donc on outille, mais on reste le plus pragmatique possible. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on s'y intéresse justement parce que c'est simple à lire et que ce ne soit pas une forêt de data dans tous les sens. Donc ça, c'est en première lecture. Après, si on veut aller plus loin, on sait faire plus d'analyse. Et est-ce que la gamification joue un succès? En tout cas, les mécanismes ludiques ou cette notion de mécanismes ludopédagogiques qui vont permettre de rendre un contenu un peu plus appétant, un peu plus stimulant, c'est des choses qu'on a effectivement utilisées, qu'on utilise toujours, parce que notre objectif, c'est encore une fois de stimuler l'échange,
de le rendre plus facile. Donc, on va essayer de regarder ce qui était très, très bien fait dans le domaine des jeux pour motiver quelqu'un à exprimer un point de vue, à réagir. Donc, oui, on fait partie de ces outils qui sont à la frontière de différents mécanismes qui vont permettre de stimuler une expression. Merci beaucoup. Une question de Bernard sur la différenciation et le risque de cannibalisation avec les grands acteurs tels que Microsoft, la coopétition. Comment tu vis ce partenariat avec Microsoft? C'est le principal enjeu depuis 5 ans, quand on s'est lancé sur ce marché du B2B à grande échelle, en donnant une solution sur étagère. On est sur un marché de l'idée, donc dès le premier jour, on va défendre et montrer qu'on monte une entreprise et une marque forte avec l'ambition de devenir un leader international sur ce sujet, et donc de bien défendre cette approche, ces outils, ces méthodologies et la marque Klaxoon, en montrant qu'on peut être un acteur à envergure internationale. Et comment on fait ça? On va très vite candidater à plusieurs prix, notamment les CES Awards aux États-Unis, conseillés d'ailleurs par des clients comme Schneider qui nous disent très vite faites entendre votre voix très vite dans différentes messes d'innovation, parce qu'il faut éviter que cette belle idée ou ces belles idées soient récupérées par d'autres. Donc on va très vite se faire, dès 2016-2017, une expertise et un très gros travail chez nous de mise en valeur de nos clients, nos utilisateurs, pour commencer par montrer que cette voie existe, qu'on va la défendre et qu'on sera l'acteur qui va proposer le meilleur produit avec la meilleure qualité de service, et qu'on est capable d'aller accompagner des clients dans le monde entier. Et donc ça va très vite en 2018, on est 3 ans plus tard seulement, interpeller Microsoft, qui va être appelé par plusieurs clients qui vont lui dire écoutez, on a une solution qui est pas mal du tout, avec lequel on se synchronise au quotidien. Est-ce que vous ne pourriez pas connecter ça un peu mieux avec votre écosystème? Donc, c'est Microsoft qui nous contacte en 2018, du côté produit à Seattle directement, pas les équipes marketing, pas les équipes commerciales, mais vraiment l'équipe produit qui travaille sur Teams, et qui va nous contacter en constatant que sur ces notions de productivité du quotidien, il y a quelques acteurs comme nous qui vont identifier comme étant capables d'être déployés à très grande échelle. Ils vont scanner la technologie, ils vont voir qu'on est capable de prendre de la charge, de répondre aux problématiques de sécurité qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc, on va commencer à discuter vraiment d'un côté produit. Et depuis 2 ans, comment est-ce qu'on construit notre positionnement par rapport à ces grands acteurs qui sont évidemment des risques, qu'un jour ou l'autre, leur offre ajoute à leurs outils peut-être des solutions comme Klaxoon. La meilleure façon d'y répondre, c'est tout simplement d'être les meilleurs sur notre marché. Donc, on a l'outil, on ne va pas revenir dessus, avec ses fonctionnalités qui sont très spécifiques, et puis également tout l'accompagnement qui va autour. Donc, on a aujourd'hui 50 personnes chez nous en interne qui font de l'accompagnement client, des consultants, et qui forment aussi des consultants externes, des distributeurs, des partenaires qui vont nous permettre, et qui nous permettent là, depuis 2 ans maintenant, d'avoir un réseau de distributeurs qui est en train de s'étoffer, et de montrer que ces méthodes Klaxoon sont efficaces, et qu'on sait former d'autres personnes à les maîtriser, et qu'on sait aussi former d'autres personnes à les vendre. Et le résultat de cette stratégie, ça a été il y a quelques mois, Microsoft qui a annoncé qui nous décernait le prix de partenaire mondial pour les applications Teams, l'écosystème Teams. Et donc ça, c'est un premier marqueur de reconnaissance qui est essentiel. Déjà, avoir de leur part, alors qu'on est évidemment sur leur plate-bande, on est sur le territoire du B2B, de la productivité, c'est l'entreprise qui, depuis 30 ans, réussit à faire un parcours exceptionnel et qui donne le là de ce marché. Encore récemment, ils ont réussi à reprendre de très très belles parts de marché à Slack. Eh bien, avoir leur reconnaissance à eux, c'est déjà un élément évidemment essentiel. Et puisqu'on travaille encore plus, c'est notre capacité à avoir la meilleure qualité de service sur un sujet qui est très particulier, puisqu'on parle de changement de méthode de travail. Et Microsoft aujourd'hui s'intéresse énormément à tout ce qui est déploiement cloud, notamment avec leur serveur et leur système Azure. Donc leur axe à eux stratégique, c'est de savoir montrer qu'ils savent s'interopérer avec des outils comme les nôtres, qui savent fonctionner en bonne intelligence avec un marché sur lequel ils ont vécu historiquement les affres d'un système qui devient leader sur son marché en situation de monopole. Leur philosophie aujourd'hui, c'est aussi de montrer qu'ils savent très très bien fonctionner avec des acteurs qui ne sont pas forcément que Microsoft,
qui savent accueillir sur leur plateforme la croissance et l'hébergement de ces outils qui sont cloud-based, et on rentre parfaitement dans cette logique. Après, est-ce qu'on sera toujours meilleur qu'eux? Écoutez, c'est la bataille qu'on mène tous les jours. Mais la première réponse, c'est cette notion de savoir travailler avec eux, de savoir s'interopérer et de ne pas jouer une carte qui serait tout seul, qui est évidemment mortelle et sur laquelle on n'a vu aucun acteur nous réussir à émerger ces dernières années. Donc on est proche de Microsoft et ils nous ont même choisi ces derniers mois pour tout dire. En interne, on fait des très beaux déploiements en ce moment chez Microsoft qui utilisent Klaxoon pour leurs propres réunions. C'est sûr que voilà, Microsoft comme référence, c'est pas mal. C'est une bonne façon d'accélérer l'adoption, qui était la question d'Emmanuel autour notamment de la formation. Et en plus, je crois, Emmanuel, tu utilises les outils de Klaxoon. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en tant qu'utilisatrice, moi, j'ai peut-être plutôt un conseil ou peut-être quelque chose, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais je pense que pour que vous ayez une très forte adoption, vous ayez des modules de formation qui soient inclus comme d'autres outils bureautiques, PowerPoint, Excel, dans des modules, vous savez, dans toutes les propositions de modules de formation des entreprises. Parce que vous avez contribué quand même à tout un changement de culture. Hein. Vous êtes dans l'air du temps aussi sur tout ce qui est management collaboratif. Donc, moi, je trouve ça c'est super et c'est en train de se déployer, comme vous dites, à échelle. Mais pour déployer à échelle, il faut aussi que les gens puissent très facilement se former. Et si vous n'avez pas les modules prêts à l'emploi tout de suite, les gens auront moins le réflexe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous travaillez beaucoup sur ça? Merci pour votre retour et merci pour votre confiance sur l'outil. Effectivement, sur la partie formation, on est convaincu de ce point qui est qu'il faut faciliter au maximum le passage, le changement de posture et les changements que ça suppose. Et donc, on prend le point, mais on propose déjà des formations. Et il faut peut-être qu'on renouvelle encore plus et qu'on mette en avant davantage encore ces offres. Mais c'est vrai que je peux vous donner des chiffres globaux aujourd'hui sur l'ensemble des personnes qui embarquent sur la plateforme. Alors, on a 90% d'utilisateurs qui ne se forment pas et parce qu'ils embarquent en tant que participants dans la réunion et puis finalement, ça se fait de manière assez naturelle. Donc ça, c'est quand même 90% d'utilisateurs, mais qui sont participants. Et pour ce qui est des personnes qui partent sur le lancement, la création de réunions, le lancement de Board, par exemple, qui est notre produit qu'on a lancé il y a quelques semaines, qui est un outil de collaboration visuelle très simple avec de la visio intégrée jusqu'à 15 participants et qu'on a en plus mis en gratuité pendant 3 mois là, pour les prochaines séquences. Donc là, on a beaucoup de monde qui arrive. Et sur ce public, on n'a même pas 10%, on retrouve un peu la même stat, qui souhaitent finalement rejoindre les modules de formation proposés. Donc ça, c'est aussi dans l'air du temps. C'est une consommation très snackable des contenus de formation. Donc si on propose des séquences de formation, elles sont évidemment figées dans l'agenda à un moment précis et on constate que c'est vraiment compliqué de se rendre dispo pour la plupart des utilisateurs. Donc ce qui est très utilisé aujourd'hui, très pratiqué, c'est des contenus tutoriels, vidéos, etc. Des forums d'échange sur lesquels on va essayer de faire le maximum pour aider, mais je vous rejoins, ça mériterait une formation et on est tout à fait dispo pour en proposer d'ailleurs sur mesure. C'est ce qu'on fait avec nos consultants dans les organisations clientes qu'on adresse aujourd'hui. Je pense à des grands comptes français qui prennent des jours de formation de nos équipes qui vont venir directement intervenir dans les organisations pour proposer des modules très simples qui vont expliquer le principe. On a encore plusieurs questions, donc je me permets de te couper, Mathieu, que je vais regrouper une question autour de la concurrence, parce que c'est des solutions assez novatrices. Quels sont tes concurrents aujourd'hui? Et puis une question plus de fond sur l'adoption de ces technologies par les différentes générations, voire des différences culturelles. On en avait parlé un petit peu quand on a préparé ensemble tes interventions. Qu'est-ce que tu observes comme adoption en fonction des générations et puis des géographies? La concurrence et puis adoption générationnelle et géographique. Alors, on s'est beaucoup inquiété de ce point-là dès le début de la solution, au lancement de la solution, et c'était notre grande crainte que d'être cantonné à un certain public, alors il y a plusieurs risques, soit d'experts des méthodes agiles par exemple, et qui seraient les seuls à être à l'aise avec ce type de solution, soit que ce soit une problématique générationnelle et qu'il n'y ait que les moins de X décennies à s'intéresser à la solution,
Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que finalement, premier défi, on est très content d'avoir des utilisateurs qui n'ont jamais utilisé de solution de près ou de loin officiellement agile, donc qui finalement prennent cet outil tout à fait en prolongement de leurs outils classiques du quotidien, qui sont des utilisateurs évidemment de mail, de la suite Office, de différents outils métiers, et puis qui prennent Klaxoon comme un autre outil de leur quotidien sans être un expert de quoi que ce soit. Et on a également des experts qui nous utilisent. Ça aussi, c'est un point qu'on travaille, c'est d'être capable d'accompagner des utilisateurs qui vont devenir de plus en plus à l'aise avec ces thématiques, les accompagner très loin. Donc, on est aussi content d'avoir le soutien de la communauté agile qui est en train d'en faire un outil standard de leur quotidien, qui sont très contents de voir un taux d'adoption qui est très fort par les personnes qui sont justement pas expertes, et ça les intéresse, les spécialistes, soit de la formation, soit de l'agilité, d'être connectés au maximum et de pouvoir embarquer un maximum de personnes. Pour ce qui est de la partie maturité technologique, je vais plutôt parler de ça, puisqu'on a été, dès l'année 2010-2015, il y a eu plusieurs alertes, plusieurs études qui montraient que finalement, les plus jeunes n'étaient pas forcément les plus à l'aise avec les technologies, contrairement à ce qu'on peut penser, avec pour certains, une utilisation qui se limite aux grands classiques B2C, on va pas refaire la liste, mais les outils qu'on utilise pour les réseaux sociaux. Et puis, dès lors qu'on sortait de ça, finalement, une zone de confort très, très limitée et pas plus évident pour certains de se connecter à un outil comme le nôtre que pour quelqu'un qui aurait pas été de la génération digital native. Donc finalement, on traite ce problème en étant encore une fois le plus simple possible. Et aujourd'hui, on a absolument tous les publics sur la plateforme. Et on entend d'ailleurs souvent ce feedback, c'est simple, j'ai réussi à participer, c'est pas compliqué, ça marche. Ça a marché directement. Un des points qu'on traite, c'est évidemment la simplicité de la connexion, qui doit être très simple. En un clic, on clique sur un lien, on tape un code d'accès, on est tout de suite dans la plateforme, il n'y a rien à installer. On ne vous demande pas de recliquer sur un outil qui vous dit installer l'application Zoom, par exemple, pour ne pas faire de référence à un très bel outil du marché. On est plus simple que ça. Donc déjà, Zoom, tout le monde y arrive. Donc, si tout le monde arrive à utiliser Zoom, évidemment, on s'inscrit dans la même logique. Donc pour moi, c'est plus un souci aujourd'hui. Très clair, merci. Il y avait une question, je crois, d'Alexandra, et beaucoup de questions qui arrivent en même temps, oui. sur le défi managérial et la nécessité de placer l'humain. Peut-être je vais laisser Alexandra bien poser sa question. Alexandra ? Oui, bonjour Mathieu. Bonjour. Merci pour ta présentation et bravo pour cette belle entreprise. J'avais une question peut-être un peu, on va dire, contrarienne sur, voilà, on part du principe qu'effectivement, alors bien sûr avec la crise, le télétravail, le digital qui s'impose, mais on sait aussi un peu de retour d'expérience des gens qui jouent sur les jeux vidéo H24 que trop de digital peut aussi voilà, avoir ses limites aussi sur la santé humaine. Et je voulais savoir peut-être un peu plus à la fois dans la conception et l'approche aussi que tu as quand tu fais les déploiements, comment tu replaces l'humain au centre de tout ça. Comment voilà, tu vois ça, et peut-être c'est pas forcément une réponse à l'instant T maintenant parce que voilà, vous êtes en full speed, mais pour les années à venir, comment tu envisages voilà, cette perspective de façon durable de replacer l'humain dans tout cet écosystème technologique? Alors, on a effectivement en tant qu'acteur logiciel, je pense, une grande responsabilité parce qu'on passe de plus en plus de temps devant des écrans. Et on se dit souvent ça dans l'équipe de produits de Klaxoon, donc à la R&D, et c'est vrai depuis le premier jour. On se considère comme des nouveaux architectes, dans le sens architectes qui conçoivent des espaces de vie, parce qu'on passe un temps fou de plus en plus dans nos espaces, devant des écrans, donc on essaie de traiter de la même façon notre produit, et on inclut cette notion de temps passé devant, dans nos réflexions, et notamment tout ce qui est notification, qui pour nous est un vrai piège, là, enfin, un vrai souci des années. On y est déjà, hein, trop de notifications. On sort à peine des notifications mail qu'on se retrouve avec d'autres notifications. Et je pense qu'il faut absolument qu'on agisse sur ce point-là. Donc, c'est quelque chose qu'on traite. Alors, comment on le travaille chez nous dans cette logique de remettre de l'humain dans l'échange, comme je l'ai évoqué depuis le début? On le traite déjà en essayant de faire en sorte que les points soient les plus courts possibles, donc les points d'interaction soient les plus courts possibles. Et ça fait du bien. C'est ce qu'on entend souvent
Alors ça peut paraître, on peut avoir la sensation qu'on peut y passer sa vie devant des écrans de post-it, etc. Mais en vérité, notre conseil, c'est d'y passer justement le minimum de temps, d'avoir un temps d'échange qui est très fort, très intense, de 15 minutes, sur lequel on se retrouve sur une interface qui est très claire. Et puis, quand vous avez le temps, ensuite, vous revenez dessus. Quand vous souhaitez pouvoir revenir sur la plateforme, vous revenez dessus et vous allez pouvoir vous-même répondre aux questions que vous avez envie de répondre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a aussi un mécanisme de messagerie collaborative intégré avec des questions qui vous permettent de vous interpeller en dehors des réunions. Et donc ça, l'objectif, c'est quoi? C'est d'éviter d'être pendu à une liste de notifications, parce qu'on en connaît les effets. Dès lors que vous êtes connecté à un collectif, évidemment, chacun a son rythme, chacun vit un quotidien différent. Et donc, ça crée des notifications qui sont forcément asynchrones et qui vont finalement remplir votre agenda. Donc, on essaie de faire en sorte qu'on ne soit pas dépendant de ça. Et donc, les utilisateurs peuvent tout à fait revenir une seule fois par jour sur Klaxoon. Et on va faire en sorte que à ce moment-là, ils aient très facilement, via les questions, une capacité à répondre très rapidement, très facilement aux sollicitations des autres, que ce ne soit pas quelque chose de difficile dans lequel on va passer un temps fou. Et tout simplement, pour résumer notre démarche, à l'inverse de ce qu'on a beaucoup entendu et ce qu'on voit driver d'ailleurs le développement de pas mal de solutions tech, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que vous passiez le moins de temps chez nous. Bon, voilà, ça peut paraître surprenant. On sait que ce n'est pas dans les logiques d'autres plateformes qui vivent du temps passé sur la plateforme. Nous, c'est notre démarche inverse parce qu'on est convaincu que ce temps, plus il sera riche et intense, plus on trouvera le juste temps dans son agenda pour l'inclure et qu'on pourra aller faire autre chose, résoudre des problèmes, se concentrer sur d'autres sujets. Et c'est notre axe depuis le début. Si je parle de réunion très concrètement, une réunion classique dans le monde, c'est 1h30, le temps moyen. Notre objectif, et ce qu'on voit dans le stade, c'est à peu près 30 minutes en moyenne de passer sur une réunion Klaxoon. Ça n'empêche pas de faire des workshops qui peuvent durer des heures. Ça n'empêche pas qu'on utilise des séquences d'idéation qui sont très très longues. Mais la réunion du quotidien qu'on préconise et qu'on voit adopter de plus en plus, c'est quelque chose de très court et très intense. Mais voilà, temps passé et notification, pour nous, c'est deux sujets clés des prochaines années. Alors justement, parce qu'il va falloir qu'on s'arrête bientôt, il y a encore beaucoup de questions, mais il y en a une que je vais reprendre parce que je suis nantais et amoureux de la Bretagne. Ton choix de développer la société à Rennes, est-ce que tu peux nous l'expliquer et éventuellement les difficultés que tu pourrais avoir à recruter des talents? Alors, moi, je suis rennais d'origine, donc je suis passé en Allemagne, Daimler, puis Dijon, Valeo, et puis Paris, Alten, et bon, je suis revenu dans l'Ouest. Ça s'est fait assez naturellement, puisque ingénieur télécom de formation, je connaissais le bassin télécom de la Bretagne et de Rennes notamment, et donc quand on a réfléchi à lancer un produit logiciel, il fallait évidemment avoir des compétences en développement, et je savais que finalement à Rennes ou à Paris, il n'y avait pas de différence, et qu'au contraire, même à Rennes, je trouvais déjà à l'époque qui était plus pratique, moins cher et tout aussi riche en termes d'écosystème de talents tech. Et donc Rennes était un très bon candidat. Ça s'est fait tout simplement comme ça. Et très vite, c'est devenu un cheval de bataille, puisque dès la première année, on m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais à Rennes ?» Les clients ont commencé à me dire « mais vous devriez être à Paris ». Et on nous a très vite fait comprendre que c'était pas forcément dans les standards et que probablement qu'on n'arriverait pas à trouver de clients hors de Rennes. Finalement, c'est pas plus difficile. On a le TGV, on sait se déplacer s'il faut en voiture, on sait surtout s'appeler au téléphone. Et finalement, dès 2010, ça n'a pas été un problème de développer commercialement une solution à l'échelle nationale depuis Rennes. Évidemment, il fallait être un peu plus organisé au départ. Il fallait concentrer ces réunions sur différentes séquences pour éviter de... Et on n'est pas la grande facilité qu'on a quand on est à Paris de déclencher un rendez-vous dans la journée même et de sauter, de prendre le métro et d'aller directement autour de la Défense. Ça, on n'avait pas cette facilité, mais on l'a compensé avec une maîtrise du planning et de l'agenda. Ça se fait très, très bien. Et finalement, ça a aussi mis de la méthode sur un métier qui est... je vois des questions sur le développement commercial. C'est un sujet qui nous a beaucoup passionnés. Et on a été obligé d'être très structuré dans notre démarche, ce qui nous a aidé aussi à grandir plus vite. Et c'est dans l'air du temps d'avoir un développement commercial qui est très structuré. Donc, finalement, on a implémenté très tôt chez nous un cadre commercial assez rigoureux, y compris dans la gestion du temps. Et pour ce qui est des talents, donc côté tech, pas de souci sur Rennes, évidemment. Un très gros défi qu'on a rencontré dès 2013-2014, dès le lancement de Klaxoon, ça a été ce défi sur les profils marketing et développement d'affaires, où effectivement, on a eu plus de mal à recruter, puisque ça, c'était pas
pas très fréquent, et c'est justement encore plus notre cheval de bataille aujourd'hui que de dire qu'un territoire, pour qu'il soit riche et qu'on puisse se développer, il faut absolument avoir un maximum de compétences diversifiées sur le territoire. Et je suis content de constater que depuis à peu près 3 ans maintenant, on a des profils de tous les métiers, de qualité, avec de l'expérience, y compris de l'expérience internationale, qui viennent s'installer en province. Alors évidemment, depuis le confinement, c'est encore plus vrai. Il y a une vraie mode de la province, mais déjà, on voyait l'écosystème s'enrichir à grande vitesse depuis 3 ans. Et évidemment, il faut absolument ça. J'ai eu quelques interactions avec Lannion. J'ai vu un territoire qui, quand il n'a qu'une seule compétence sur son territoire, est en danger, a du mal, évidemment, à s'adapter à des changements de paradigme. Et je suis très convaincu et j'agis au maximum au niveau local pour essayer de faire en sorte qu'on ait un territoire diversifié en termes de profil et de talent. Mais je crois que c'est déjà... Bon, le moment nous aide beaucoup là, sur ce sujet. Bravo. Merci, merci Mathieu. Je laisse la parole pour conclure à Patrick. Patrick Laredo. Merci Xavier, merci Mathieu. J'avoue que j'étais tout à fait passionné par ce que vous avez dit. Je pense que tout le monde était passionné, donc un grand merci, un grand bravo. Évidemment, je suis en bout de table, alors je ne vais faire que répéter. Je vais essayer de faire un tout petit peu différemment. D'abord, je suis impressionné par l'autofinancement, la rentabilité et l'approche de l'international. Je trouve que ça, c'est vraiment remarquable et différenciant par rapport à beaucoup de startups ou de scale-up, je ne sais pas comment il faut les appeler, que nous rencontrons. Surtout l'approche de l'international qui est avant-gardiste. Et je ne doute absolument pas de votre succès. En ce qui concerne XPM, on est utilisateur de Klaxon. Et on l'utilise notamment dans une réunion qu'on appelle porte ouverte où on invite tous nos managers de transition, il y en a beaucoup, à venir s'exprimer, à nous découvrir. En utilisant les outils issus de Klaxon, on rend les réunions extrêmement dynamiques, sympathiques et différentes. Une petite pique, peut-être, pour quelqu'un qui se réfère à Speak with Data de Valeo, là, on était dans une réunion, une trentaine de personnes. On aurait pu avoir quelques exemples, puisque nous, on le fait bien dans les journées portes ouvertes, vous auriez pu le faire aussi. Et je crois que ça aurait rendu la réunion encore plus vivante. Enfin, je me suis posé la question, philosophique, et finalement, si dans les débats publics, on utilisait Klaxon, je pense que peut-être que la vie perdrait un petit peu de sa saveur. Je crois qu'il faut laisser une place au théâtre quand même. Bravo. Merci. Claire, tu veux dire quelques mots sur le club ? Oui, un grand merci. Et moi qui suis bretonne d'adoption et en Bretagne, je suis très fière. Et je me disais en vous écoutant que la Bretagne avait trop fait parler d'elle avec le fiasco de Notre-Dame-des-Landes. Et grâce à vous, on va pouvoir klaxonner. Voilà, un grand merci en tout cas. Et prochaine rencontre le 9 décembre, petit déjeuner avec Vincent Cobé, qui est le CEO de la marque Citroën du groupe PSA. Voilà. Et puis plein d'autres informations qui vont vous venir bientôt sur un tout nouveau site internet. Alors, je tiens à vous remercier, Mathieu, parce que j'ai reçu votre offre pour embarquer sur Klaxon gratuitement et on verra avec le club pour une utilisation plus longue. Voilà. Merci. Bonne matinée à tous. Merci encore. Merci encore, XPM. Au revoir. Merci Mathieu. À bientôt. Salut. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.